On n'aurait pas pu le faire. Quand je suis arrivé, la plateforme était hébergée chez un petit hébergeur. Et là, il fallait rajouter carrément des serveurs physiques lorsqu'on voulait scaler. Donc là, ça a été un vrai changement d'approche, des architectures modernes. Et donc ça nous permet de scaler, faire x5, x6 en trafic en appuyant sur un bouton. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et de l'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. On va s'intéresser à la 6e licorne française aujourd'hui. Mano, 3e site e-commerce dédié au bricolage en France, derrière Amazon et Leroy Merlin. Lancée en 2012 avec 40 000 € par Christian Resson et Philippe de Chanville. Elle s'appelait au départ Monéchelle.fr, cette société. Elle a été renommée Mano en 2015 pour accompagner l'internationalisation de la plateforme. Une marketplace désormais valorisée 2,6 milliards de dollars, qui compte 4000 marchands, 16 millions de références et une équipe de plus de 1000 personnes réparties en Europe, rattachées aux bureaux parisiens et barcelonais. La croissance ces dernières années aura été dingue, en particulier en 2020 où la scale-up enregistre pas moins de 300% de croissance, dopée par un confinement. Les gens sont chez eux, ils ont du temps pour bricoler, les magasins physiques sont fermés, c'est l'explosion des ventes. Maintenant, cette croissance n'a pas toujours été une partie de plaisir. L'hypercroissance amène son lot de difficultés sur le plan humain et tech. Se remettre de ses émotions après une année comme 2020, c'est pas simple non plus. La concurrence est forte, l'internationalisation est un vrai challenge. La crise qui semble arriver aussi amène son lot d'inquiétudes. Bref, pas mal de sujets à creuser et je suis très content de les aborder avec Stéphane Priolet qui est le CTO et CPO de cette scale-up. Salut Stéphane, merci de passer un moment au micro d'Innovation Leaders. Bonjour Geoffrey, enchanté d'être là. Écoute, ravi de t'avoir. On va commencer par te présenter et pour ceux qui te connaissent pas, je vais te faciliter un peu la main, mais faut savoir qu'on reçoit pas uniquement le CTO et CPO de Mano. Aujourd'hui, on reçoit un des boss français du scaling tech, tout simplement. Toi, tu as commencé ta carrière en tant que software engineer il y a 25 ans. Au départ chez Bouygues, tu rejoins ensuite Eurosport, où tu passes quelques années, puis Cdiscount, où tu passeras près de 10 ans, dont 3 en tant que CTO. Tu as fait passer les équipes de Cdiscount d'une quinzaine à plusieurs centaines de personnes. Tu t'expatries ensuite à Barcelone, où tu rejoins en tant que CTO Privalia, plateforme de vente privée espagnole qui a été rachetée entre-temps par VP. Et tu rejoins ensuite Mano en 2018 en tant que CTO au départ. Pas mal de challenges par lesquels t'es passé, dis donc. Oui, c'est toujours intéressant quand tu te retournes un peu sur ta carrière en disant qu'est-ce que j'ai fait. Et effectivement, à chaque fois, le point commun, c'est le challenge et le scale. Que ça soit chez Eurosport, que ça soit chez Cdiscount, chez Privalia où il y avait une vraie transformation à faire, et maintenant chez Mano. Bon, on va parler de Cdiscount et juste petite parenthèse d'ailleurs, la dernière fois que j'ai parlé de Cdiscount à ce micro, c'était avec Renaud Heitz d'Exotech. Je sais pas si tu l'avais croisé lui, parce que Cdiscount a joué un rôle un peu clé dans le développement d'Exotech. Tu les as rencontrés? Alors je les ai pas rencontrés, mais j'ai vu comment ça fonctionnait parce que j'étais allé voir l'entrepôt à côté de Bordeaux. Ah, okay. Et effectivement, ce qu'on peut reconnaître à Cdiscount, ils ont toujours essayé d'incuber des startups et les lancer. Et effectivement, sur la partie logistique, ils avaient intégré Exotech. Et c'était assez impressionnant de voir comment marchaient les robots et qu'on s'accrochait au rack dans l'entrepôt. Et moi, je suis assez admiratif de ce qu'ils ont fait là. Ouais, et c'est vrai que la culture de l'innovation dans cette société-là, en tout cas la manière dont ils s'y ont pris pour lancer Exotech, c'était assez remarquable. Et je pense que, Renaud avait l'air d'être assez, redevable du coup de pouce qu'il avait eu à l'époque par Cdiscount. Oui, en niveau logistique, Cdiscount est un des premiers en France en logistique B2C. Et effectivement, c'était vraiment la plateforme qu'il leur fallait pour lancer leurs produits. Ouais, il y avait un enjeu de différenciation, un enjeu de compétitivité énorme là-dessus apparemment. Mais bon, parlons du parti scaling qui est effectivement le fil rouge de ton parcours jusqu'ici. Quels étaient les principaux chantiers toi que tu as menés en 10 ans? T'étais dans quel contexte? Parce qu'on parle l'époque, les temps vont vite. Quels étaient les principaux chantiers que tu as adressés chez Cdiscount? Chez Cdiscount, on avait les sujets de scaling. Hein. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Mais effectivement, quand j'ai rejoint Cdiscount en 2006, on était 14 à la tech. La tech, il y avait que des développeurs et des chefs de projet à l'époque. Et j'en suis parti 9 ans après. On était en 400, entre 400 et 450. Ouais. Et je crois qu'ils ont encore grandi en termes de personnes. Et
les principaux projets sur lesquels tu as bossé? Alors, toi, tu étais CTO à la fin, donc tu les encadrais à peu près tous, mais les grands marqueurs, grandes Donc, étapes. le premier marqueur, ça a été toute la transformation de la plateforme. J'arrivais 5 ans à peu près, 5 ans après le début de Cdiscount. 5-6 ans après, ben, il a fallu transformer la plateforme pour la rendre plus scalable. On est passé d'une technologie, d'un langage en script, c'était de l'ASP à l'époque, à du .NET, où là, on a vraiment commencé à développer des architectures autour des SOA, architecture as a service. Et on a fait cette transformation pour rendre la plateforme encore plus scalable et aussi plus plug and play. Ça a été un peu le premier gros chantier qui a duré pas mal de temps parce que quand vous transformez une startup, on n'a pas forcément toute la connaissance qu'il y a dans le code écrite quelque part, donc pas mal de temps de reverse Le code engineering. était propriétaire, vous aviez pas un framework ou une plateforme type SaaS, Non, à l'époque, le SaaS, ouais. à l'époque, le SaaS, ça n'existait pas. Et non, on avait notre propre plateforme sur nos propres serveurs physiques dans des data centers. Ouais. C'était vraiment physique, voilà. Ouais, et ça, le cloud n'existait pas à l'époque. Hein. Je parle de 2006. Hein. Donc ça a été cette transformation. Après, on a eu des transformations plus liées aux technologies. Il a fallu se mettre en ordre de marche pour développer des applications maintenant qui représentent qui représentent la majorité du trafic de chez Cdiscount. On a transformé aussi la plateforme Cdiscount sur la partie marketplace. On a l'émergence de la marketplace chez nos concurrents nous a permis on nous a demandé d'intégrer notre propre marketplace. Et là, on a développé toute la marketplace a été développée in-house. On n'a pas utilisé d'outils externes. En parallèle, des nouveaux outils logistiques parce que il fallait qu'on progresse sur cette partie-là vis-à-vis de la concurrence d'Amazon. Donc, un nouveau WMS, TMS, etc. Et chaque année, on suivait un peu la technologie, à la fois les besoins business. L'intégration d'outils tiers. Un de mes derniers projets au niveau technologique, c'était la partie data, où on était un des premiers en France à mettre en place une plateforme Hadoop pour commencer à travailler sur des algorithmes data avec des data scientists qu'on avait recrutés. C'était la partie hyper intéressante. Et mes 2 dernières années, le groupe Cdiscount Casino avait une velléité de partir à l'étranger, et je me suis occupé en fait de toute la plateforme, la mise en place de la plateforme à l'étranger. C'était Colombie, Brésil, Vietnam et Thaïlande. Et là, c'était mes premiers essais sur le cloud, et c'est le cloud d'Azure. Ok, donc avec des problématiques de supply, des problématiques de paiement dans ces différents pays-là que tu devais intégrer. Oui, ouais, c'est là où j'ai appris qu'il y avait d'autres modes de paiement que la carte bleue qui existaient dans ces pays-là. Et donc c'est assez intéressant, et cette culture internationale, voilà, et m'a donné un peu envie d'aller encore plus loin dans côté travailler avec des acteurs internationaux. Sur le plan perso, t'en retires quoi de cette expérience-là? Enfin, perso et pro, mais les learnings, j'ai envie de dire, de ces 10 années chez Cdiscount. C'était assez intense, assez intense. Quand vous travaillez dans une entreprise qui est 100% digitale, la qualité de service. La qualité de service à fournir. S'assurer que notre plateforme soit toujours disponible, parce qu'un arrêt de service sur Cdiscount, c'est du chiffre d'affaires en moins. Donc, une qualité de service. Donc, à la fois, il fallait avoir le bon ajustement entre délivrer vite de la valeur et aussi avec de la qualité. Vitesse et qualité, c'est pas opposé, ça se travaille. Donc, c'est ça que j'ai appris. Anticiper les problématiques. À l'époque, c'était les soldes, maintenant c'est le Black Friday. C'est comment on arrive à anticiper ce trafic. Ça a été sur la partie technique. Sur la partie plus organisation, c'est vous passez d'une équipe de 14 personnes à une équipe de 400 personnes. Comment vous organisez le travail? Comment vous parlez? Comment vous arrivez à garder la relation proche avec le business? Comment vous intégrez, vous onboardez les personnes, et quel type de profil vous avez besoin pour permettre de continuer à scaler en termes d'organisation et continuer à délivrer de la valeur. Parce que le risque que vous avez, c'est de créer en fait un mammouth
qui a après du mal un dinosaure plutôt, pas un mammouth, un dinosaure qui a du mal à se déplacer, à se mouvoir. Et le but de ces sociétés-là, c'est de continuer à délivrer de la valeur pour nos clients et aussi pour nos sellers et permettre de toujours avoir un temps Et d'avance. d'être capable accessoirement de suivre un business qui, lui, n'a peut-être pas fini de se réinventer et la tech doit quand même être au service de cette vision-là qui peut bouger, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça il faut vraiment regarder on peut pas travailler dans ces environnements-là en regardant que ce qu'on fait à l'intérieur. Il faut toujours voir ce qui se passe à l'extérieur parce que, je vais prendre deux exemples, hein. Le premier, c'est le mobile. Quand le premier iPhone a été lancé, au début, est-ce qu'on développe une application ou pas? On attend de voir, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Et c'est là où il faut être soit on est sur la défensive, on attend, soit on est sur l'offensif, non. Faut de suite se retrouver, de suite avoir notre application sur le marché pour que nos clients commencent à l'utiliser en premier. Donc ça, c'est les questions qu'on se pose et la technologie doit s'adapter en face pour permettre au business de développer, d'avoir une application. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la marketplace. Quand Amazon a sorti pour la première fois sa marketplace, c'est-à-dire que des sellers peuvent vendre des produits sur leur plateforme, ça a été complètement révolutionnaire. Et c'était un peu pareil chez Cdiscount où, moi je me rappelle à l'époque, le DG, directeur général de Cdiscount, on va développer une marketplace. Ça a créé un changement. Et là, pareil, là il faut être prêt à développer une marketplace et voir comment on peut intégrer un nouveau mode de fonctionnement au sein d'une plateforme technologique sans tout recasser, et prendre des années. On n'est pas dans des métiers, dans des domaines où on a besoin de plusieurs années pour développer, pour sortir un nouveau business. Il faut aller vite pour au moins tester le marché. Bon. À ce moment-là, au moment où tu quittes Cdiscount, toi, t'es quand même à un poste, un des postes, j'ai envie de dire, les plus en vue de la tech, parce que c'était quand même une boîte qui explosait, un positionnement qui était hyper fort à l'époque. Mais malgré ça, tu décides de changer, de t'expatrier en plus, parce qu'à ce moment-là, tu bouges à Barcelone. Comment on en vient à prendre ce genre de décision? Tout roulait à ce moment-là pour toi? Oui, alors effectivement, c'était un poste intéressant, dans une société intéressante, innovante, qu'on soit clair, avec des personnes autour de moi et dans la société qui étaient aussi intéressants. Et donc voilà, donc il y avait aucune raison de partir. Comme je vous le disais un peu en introduction, moi j'ai besoin de challenge. J'avais fait la marketplace, le mobile, la transformation de la plateforme. On avait basculé en toute une architecture as a service, les API, toute l'international. Je me rappelle la dernière année, j'ai beaucoup voyagé à l'international pour délivrer les sites dans les différents pays. Voilà, j'avais fait un peu le tour. Le build. Je trouvais que les challenges étaient moins intéressants. J'avais une équipe derrière moi qui était souvent meilleure que moi. Et je me suis dit, peut-être c'est le moment de tourner la page. Ça fait 10 ans d'aller aider une autre société à scaler avec des nouveaux challenges. Et ce petit goût d'international que j'avais fait là pendant la dernière année, ça m'est un peu resté au coin de la tête. Et lorsqu'on m'a proposé d'aller aider une société dans le e-commerce à se transformer, j'ai dit banco, j'y vais. Un changement de vie, mais à la fois pour moi, ça a été un vrai changement. Travailler avec des fondateurs, proches des fondateurs, dans une culture complètement différente, même si Barcelone c'est pas loin de la France, mais c'est différent d'un environnement franco-français et aussi pour la famille. Niveau personnel, ça permet aussi à donner à mes enfants une culture plus internationale. Et là, tu rejoins donc, tu disais Privalia, grand site de vente privée espagnol, tu y passes 3 ans. Là, il y a un projet d'intégration ou de migration intéressante parce que VP rachète Privalia à ce moment-là. Mais tu t'en vas quelques mois après pour rejoindre Mano Mano, qui a un plan de développement à Barcelone justement assez important. Tu les rejoins dans quel contexte en 2018? J'allais te dire pourquoi on fait appel à toi, même si j'imagine que ton parcours et ton capacité scaling était intéressante, mais ouais, quelle était la feuille de route quand tu arrives et le contexte? Oui, donc en fait, alors déjà Privalia, c'est pas que l'Espagne, hein, c'est l'Italie, le Mexique et le Brésil. C'est vraiment un côté international.
en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Mano Mano? En fait, Mano Mano, ils se trouvaient, ils venaient de lever leur premier, venaient de faire leur premier levée de fonds et ils avaient besoin d'accélérer leur croissance. Leur croissance, ils m'ont demandé, au début, c'était du conseil. Je les ai aidés un peu parce que je connaissais Philippe. Je l'ai aidé sur certains sujets, type le search, etc. Et au fur et à mesure, Philippe m'a proposé de me dire, Stéphane, tu veux pas rejoindre Mano Mano pour nous aider à mettre en place l'organisation, la plateforme, le recrutement pour continuer dans notre croissance et même pour accélérer cette croissance au sein de l'équipe tech. Et donc, la feuille de route, c'était assez simple. On veut faire X milliards dans 3-4 ans. Est-ce que l'organisation, est-ce que la plateforme est capable, à la capacité de le faire? Voilà. Donc, Okay. C'était ma feuille de route. Mettre en place une culture technologique aussi au sein de Mano Mano et de commencer cette transformation. Et quand tu arrives, en venant de l'extérieur comme ça, dans un groupe dans une boîte en tout cas qui est déjà établie, est-ce qu'il y a des choses avec un peu de recul que tu as faites et qui t'ont permis peut-être à la fois de comprendre l'univers dans lequel tu arrivais et peut-être sur le plan technologique, sur le plan humain aussi, est-ce qu'il y a des choses qui après coup étaient des bonnes idées qui t'ont permis de t'intégrer, de comprendre comment les choses tournaient et de peut-être réussir à embarquer les équipes un peu plus rapidement? Tout à fait. Moi, déjà, si j'ai un conseil à donner, bien que j'avais des expériences dans de plus grosses structures que Mano Mano, que ce soit chez Cdiscount ou chez Privalia, je pense qu'il faut arriver avec une certaine humilité et bien comprendre et bien être à l'écoute du contexte. Ça, c'est important parce que vous avez une organisation qui est en place, vous avez une plateforme qui existe, qui a été développé from scratch par les équipes techniques et qui a suivi une croissance à double digit pendant les 5 premières années. Et donc ça, c'est déjà remarquable. C'est pour ça que moi, je dis toujours, il faut arriver avec une certaine humilité et il faut prendre le contexte actuel. Et dans ce contexte actuel, il faut commencer regarder et faire, on va dire, un audit ou identifier les points de risque pour commencer à transformer la plateforme et s'assurer qu'elle va tenir pour les business au moins les prochains mois, les prochaines années. Ça, c'est la première chose qui est importante. C'est aussi de rassurer les équipes. Moi, je suis arrivé dans un contexte où le CTO de l'époque était celui qui avait monté from scratch la plateforme, donc un travail remarquable. Et vous arrivez pour transformer. Donc, les équipes, vous avez différents types de profils. En face de vous, vous avez les personnes qui veulent continuer à travailler dans une startup avec moins d'une centaine de personnes à la tech et continuer à être proche des fondateurs, etc. Donc, ces personnes-là, en général, elles restent pas quand vous scalez à 500, hein, qu'on soit très clair. Et vous avez les personnes au contraire qui veulent apprendre, qui veulent dire voilà, j'ai jamais vu une organisation beaucoup plus complexe avec des nouveaux process, etc. Donc ces personnes-là, ça nous permet de les accompagner à grandir. Et j'ai toujours des personnes dans mes équipes des premières heures de Mano. Donc ça, pour moi, ça reste une fierté. Et vous avez les personnes qui savent pas. Donc là, il faut passer du temps avec eux, il faut les écouter, il faut les rassurer, faut les aider à grandir, faut les aider aussi à se poser les bonnes questions. Donc ça, pour moi, c'était ça qui était important, c'était le côté humain où il a fallu gérer ces trois profils et les accompagner. Un point important aussi, c'est de leur donner une vision. De dire voilà, c'est qu'est-ce qu'on va faire cette année, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. J'allais pas dire un plan à 3 ans, parce que ça, dans notre domaine, ça n'existe pas, parce que j'aurais donné un plan à 3 ans, je me serais trompé parce qu'il y avait le Covid. Il y a le Covid qui est arrivé 3 ans après. Donc, c'est pour ça que je me dis, voilà, il faut donner un plan. Moi, je dis toujours short, long, middle et long terme et s'assurer qu'on suit cette trajectoire tout en pouvant faire des modifications tout le temps
pour s'adapter au marché, aux stratégies de la société. Et toi, quand tu arrives à ce moment-là chez Mano Mano, il y a déjà une identité, une culture, je sais pas, un ADN que tu perçois quand tu arrives, des choses qui t'ont peut-être surpris? Oui, alors, la force de Mano Mano, c'est ses valeurs. Oui, oui, c'est très clair. Les valeurs de Mano Mano sont très incarnées par les Manos et de Manas chez nous, donc les employés de Mano Mano. Et donc ça, la valeur de bienveillance, c'est quelque chose d'important chez Mano Mano. La valeur de l'ingénuité, l'audace, et ça on le retrouve, et même on le retrouve vous lisez le code et vous voyez comment est faite la plateforme, vous retrouvez ces valeurs à l'intérieur. C'est assez marrant, et donc c'est ça qu'il fallait incarner, et il faut surtout s'adapter à embrasser ces valeurs. C'est-à-dire, pour moi c'était important, et je venais déjà d'une société Privalia où il y avait des valeurs fortes. Et quand j'ai intégré Mano avec ces trois valeurs, bah, j'étais assez fier d'en faire partie et de les incarner au sein de l'équipe tech et même au sein du comité de direction. Bien. Et quand t'es arrivé, donc ça fait 4 ans, les grandes étapes de ces 4 années, ça a porté sur quoi tes grands chantiers ou les grands milestones? Ouais, alors donc moi la première chose quand j'arrive dans des sociétés comme Mano Mano ou Privalia, c'est il faut s'assurer de la continuité du business. Ça c'est la première chose. Et quand vous êtes à la dans les équipes tech, la continuité du business, c'est la plateforme de vente, comme c'est du e-commerce, soit disponible le plus proche de 100% du temps, et qu'elle scale en cas de croissance. Donc ça, le premier gros chantier, qui a été assez rapide et qui a créé un vrai changement chez Mano Mano, ça a été la migration vers le cloud. C'est-à-dire que on s'est pas posé 10 000 questions sur est-ce qu'il fallait redévelopper la plateforme complètement, etc., etc. On a dit non, on va faire on va prendre la plateforme et on va le mettre sur le cloud. Ça a été le premier chantier. Je vous dis, pour info, je suis arrivé en octobre 2018. On a lancé le projet en janvier 2019, fin octobre 2019. La plateforme était dans le cloud. Donc ça nous a permis de faire un gros step au niveau technologique, avec toute l'automatisation de déploiement de la plateforme. On a scripté toute la plateforme, on a commencé à mettre en place de la containerisation, etc., etc. Un travail qui a impacté pas mal les équipes, puisque l'idée c'est de faire, quand vous faites une transformation comme ça, il faut pas arrêter le business. Donc il faut adapter, il y a une stratégie de migration qui est importante. Et j'ai rien prévu, j'ai rien anticipé, mais 6 mois après, on se retrouvait en confinement avec le Covid, et effectivement, grâce à la migration sur le cloud, on a pu gérer les fortes pics de croissance durant la première vague de Covid. C'est-à-dire qu'à un moment, on faisait x4, x5 de trafic. Et en quoi le cloud te l'a permis? Parce qu'il a permis de scaler justement en infra de pouvoir absorber ce trafic-là, quoi. Tout à fait. On n'aurait pas pu le faire. Quand je suis arrivé, la plateforme était hébergée chez un petit hébergeur. Et là, il fallait rajouter carrément des serveurs physiques lorsqu'on voulait scaler. Donc là, ça a été un vrai changement d'approche, des architectures plus modernes. Et donc ça nous permet de scaler, faire x5, x6 en trafic en appuyant sur un bouton, en mettant plus de serveurs et en agrandissant la capacité de la base de données. Donc ça a été le premier gros chantier. En parallèle de ça, on avait lancé des chantiers de type transformation en microservices de la plateforme existante pour permettre d'être plus plug and plug. On a lancé un gros chantier pendant le Covid de refonte du front, le projet Spartacus, du front de Mano Mano, parce que je trouvais qu'il était lent, il y avait tant de réponses qui n'étaient pas satisfaisants. Donc on a réadapté toute la plateforme en React. On a lancé les applications mobiles. On a 2 applications mobiles, le B2C et le B2B. Donc on a pas que Mano Mano pour les particuliers, mais on a aussi Mano Mano pour les pros. Ça, c'est assez récent, non, ça? Pour les pros, ça a 3 ans. Ah ok, non, je confonds avec Back Market qui sont beaucoup plus récents sur le sujet, mais effectivement, j'en avais parlé il y a pas longtemps. Et nous, non, ça a 3 ans. Alors on a commencé par la France, on a fait après l'Italie, l'Espagne, et maintenant on vient de lancer l'Angleterre. On vient de lancer il y a un mois là en Allemagne.
Comme pour nous, c'est deux personas différents entre le pro et le particulier, on a deux applications. Donc, on a deux applications à gérer dans chaque pays parce que on pense qu'il y a l'expérience utilisateur est différente entre moi qui vais naviguer sur ManoMano, le particulier, et un professionnel qui, lui, en plus un professionnel dans son secteur, qui a besoin d'acheter rapidement son produit. Donc, on a eu toute cette transformation en API pour pouvoir faire le mobile. Donc, ça, c'était la partie un peu technologique, vraiment liée à la stratégie business. Et aussi, on a commencé à mettre en place des vraies solutions internes de learning, de comment on s'améliore en termes de résilience de la plateforme avec tout notre programme autour du KO Engineering, les Game Days, etc., etc. La cybersécurité. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de RSSI chez ManoMano. Maintenant, on a une équipe de 5-6 personnes avec des personnes talentueuses à l'intérieur. Et donc voilà. Donc c'était vraiment une transformation technologique et organisationnelle. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute. T'as parlé de KO Engineering. Ça, c'est un mot que j'ai déjà entendu chez ManoMano. Le côté KO Engineering, le côté Bug Bounty aussi. Ça correspond à quoi, ces termes un peu barbares, là? En fait, ça vient des modèles de KO Monkeys. C'est-à-dire, on essaye de tester la résilience de la plateforme. Et on voit comment réagissent les équipes. C'est un peu un serious gaming. Hein. C'est-à-dire des stress tests, ok. On s'amuse à éteindre un nœud d'un serveur, on s'amuse à mettre des bugs un peu partout, et on voit comment l'équipe réagit. On apprend sur ça. On apprend aussi où est les points de défaillance de la plateforme, qu'est-ce qu'il faut renforcer. Et donc là, ça nous permet vraiment d'avancer. On le fait 2 fois par an. Ça nous permet vraiment d'avancer en termes de résilience de la plateforme. Et la dernière qu'on s'appelle Game KO Days qu'on a fait, on avait 2 équipes, on avait les vilains et les gentils. Les vilains, ils faisaient des bugs et les gentils réparaient. Et voilà, on a créé 2 équipes avec un challenge et puis avec des vainqueurs, et voilà, on essaie un peu de gamifier un peu cet aspect un peu résilience plateforme. Et la plupart des tests sont anticipés ou vous en faites par surprise aussi? Non, les game days sont préparés. Sont préparés, ouais. C'est un jour et on accepte un pourcentage de perte de BV qui est très petit, hein, mais donc de chiffre d'affaires, si vous voulez. À la fin, on va gagner. Sur la partie, tu parlais de Bug Bounty, donc ça a été. Alors c'est Fabien Lemarchand, quand il a rejoint ManoMano au niveau de la sécurité, m'avait proposé ça. C'est la première fois que j'entendais parler aussi. C'est en fait, on essaye on rémunère les gens qui nous trouvent des bugs de sécurité sur notre site. Interne et externe, ou plutôt externe? C'est plutôt externe. Ouais. Il y a des plateformes qui existent de Bug Bounty et on rémunère les personnes en disant, voilà, si tu trouves le bug, sécurité. On est vraiment sur cette partie-là, et Fabien le fait très bien, c'est qu'on essaye d'anticiper les problèmes. On n'est pas en attente, on dit, voilà, mais trouvez-nous des bugs de sécurité et vous serez rémunérés sur les plateformes de Bug Bounty. Ils ont fait ça. Et ça marche plutôt bien, et c'est un programme qu'on a depuis que pratiquement Fabien nous a rejoint, c'est-à-dire il y a 3 ans, et qu'on alimente et qu'on augmente même les gains chaque année, parce que voilà, on est encore plus sûr que nous, et donc on continue à avancer, et on a trouvé quelques bugs de sécurité comme ça, et on est content. Et tu parlais d'anticipation aussi. On fait la même chose en interne, c'est-à-dire qu'on provoque des faux phishing en interne. Pour sensibiliser, c'est notre côté un peu, c'est le rôle un peu de la cybersécurité. C'est ce que je leur ai dit. Je dis, ok, votre premier rôle, c'est de sécuriser la plateforme, et votre deuxième rôle, c'est aussi d'évangéliser les problématiques de cybersécurité au sein de ManoMano. Et quand vous faites ça au sein de ManoMano, au sein des personnes de ManoMano, ça va leur aussi les aider dans leur vie courante. Donc c'est pour ça qu'on anticipe. On fait du faux phishing, on fait des faux des faux mails, des faux et donc ça permet au fur et à mesure que les personnes en interne vont s'être habituées à bien réagir lorsqu'ils reçoivent un mail un peu curieux.
Ok. Je voulais te parler de ton titre, parce que ton titre, il a changé ces derniers mois. Enfin, t'étais CTO, t'as rajouté la casquette CPO, c'est pas anodin. Enfin, je me rends pas compte si c'est un changement de titre léger ou si ça traduit une sorte de profond changement, cette rapprochement CTO-CPO. Alors, je vais pas dire que c'est un profond changement, mais c'est un nouveau domaine effectivement, qui n'était pas dans mon scope. La partie CTO, c'est la partie engineering, qui regroupait la partie data, développement, sécurité, plateforme, infra, infra, etc. Et effectivement, la partie produit, CPO, c'est la partie produit que j'avais, qui était pas dans mon scope. Et au départ de l'ancien CPO, la question s'était posée, c'est est-ce qu'il faut prendre un nouveau CPO, est-ce qu'il faut l'intégrer à la partie tech et créer non pas un CTO ou un CPO, mais une équipe tech qui regrouperait les trois éléments, le produit, qui travaille sur les features, les problématiques business, la stratégie produit, la stratégie dans les nouvelles features à développer, les nouvelles fonctionnalités à développer, le rapprochement avec les équipes technologiques, engineering, dans le développement, dans le process de développement. Et maintenant, on a même rajouté la data, du data scientist jusqu'à du data engineer ensemble pour une meilleure efficacité. Donc oui, c'est un changement qui est important. Ça veut dire que vous avez en fait toute l'équipe tech qui est honneur de toute la chaîne de développement, la chaîne du build, de l'idée jusqu'à la réalisation. Donc ça permet une meilleure collaboration, un travail, et surtout dans des organisations agiles où vous mettez tout le monde ensemble autour d'un même objectif. Ça permet d'accélérer cette collaboration et donc d'être beaucoup plus efficace. C'était le point important. Et donc oui, maintenant, par expérience, j'ai toujours été proche du business. Moi, je suis un CTO. J'aime bien comprendre le business avant de commencer à développer. Et faire de la tech pour de la tech, c'est une entreprise, ça marche pas comme ça. À part des entreprises de technologie pure et dure, nous, on doit faire de la tech pour le business. Et c'est pour ça que je dis toujours, on a des fondations technologiques à mettre en place, ça c'est sûr, on en a besoin, ça c'est les équipes plateforme et sécurité. Mais à côté de ça, les équipes de développement, d'engineering, doivent développer des fonctionnalités en étant alignées avec la stratégie de la société. Donc voilà, donc j'ai toujours été proche du business. Donc, en récupérant le produit, ça m'a permis de créer cette forte collaboration entre les équipes et aussi de permettre au produit aussi de passer pas mal de temps avec le business. C'est-à-dire qu'on avait une collaboration forte produit engineering et j'ai beaucoup travaillé dans l'intégration du produit au sein de Mano Mano. Et ça s'est traduit par, je sais pas, des process, des documents, des meetings, une routine particulière entre les équipes pour augmenter cette communication? Oui, tout à fait. Je vais juste revenir sur le produit parce qu'on entend beaucoup parler d'organisation produit. Il y a vraiment tout un travail au sein de la communauté. Ouais, tech en général, le product management. Les tech en général, le produit, etc. Et pour moi, c'est une organisation qui est assez jeune en France, surtout en France. On le voit parce qu'il n'y a aucune formation dans les écoles, que ce soit d'ingénieur ou de commerce, autour du produit. Ça n'existe pas. J'en discutais avec un directeur d'école. Je dis, mais vous ne faites pas de formation produit? Non, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment une organisation, des profils qui sont assez récents. Bon, ça a 4-5 ans, mais pour l'instant, on l'apprend pas à l'école. Donc, c'est ça que c'est important. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas, je veux être product manager. Ça s'apprend et ça, c'est important. Et je pense que chez Mano Mano, en un site de e-commerce, lorsqu'on a la première version de l'équipe produit chez Mano Mano, on avait implémenté un produit qui était un peu décorrélé à la fois du business et à la fois de la tech, qui était un peu seul. Et je pense que comme c'était un mode de fonctionnement complètement nouveau, c'était pas facile. Ils avaient du mal à trouver leur place entre le business, qui avait aussi historiquement quand même une vision un peu produit. Une personne qui travaille dans le business, il a des idées sur des projets qu'il a besoin, des fonctionnalités qu'il a besoin, etc. Et du jour au lendemain, on ne peut pas leur dire, non, tu vas plus réfléchir sur ce que tu as besoin, c'est l'équipe produit qui va le faire. Donc là, il a fallu gérer en fait cette transition. Et pareil de l'autre côté tech, il a fallu créer un lien en disant voilà, le produit va vous dire
En gros, vous allez définir avec le produit si techniquement c'est faisable. Qu'est-ce qu'on va développer sur ce prochain quarter ou sprint. Donc ça a été important de voir c'est comment on réussit une intégration du produit au sein d'une entreprise. On a travaillé, moi, quand j'ai repris l'équipe produit, ça a été mon premier travail, c'est comment j'arrive à faire collaborer étroitement le produit avec la tech, avec l'engineering, pardon, et avec le business. Donc, on a mis en place tout un système avec des rituels. On s'est inspiré de certains frameworks type SAFe qu'on a adapté à notre contexte, qu'on voulait pas. On a enlevé certaines lourdeurs de SAFe, mais on a gardé certaines bonnes pratiques et on l'a adapté chez ManoMano. Ça s'appelle MAX, ManoMano Advanced Collaboration System, où là, on a à la fois on a des équipes qui sont beaucoup plus proches. On a créé une transparence sur les équipes en disant, voilà, qu'est-ce que l'équipe produit va faire, qu'est-ce que l'équipe tech va faire, comment on va travailler ensemble, quel objectif on se donne sur ce trimestre. On a des grandes messes en début de chaque quarter où on réunit 400 personnes, entre 4 et 500 personnes pour travailler ensemble, pour définir les priorités, les différentes features à développer pour le quarter, en se donnant des North Star métriques à atteindre, avec vraiment une vraie collaboration entre business, produit et engineering. Et depuis ce temps-là, lorsqu'on a mis ça en place, on n'a plus il y a tout le monde sait ce que fait l'autre, un vrai échange, un vrai challenge, des vrais challenges entre les personnes, et ce challenge. Mais au moins, quand vous avez un quarter qui est lancé, tout le monde est aligné sur ce qu'il y a à faire pour ce quarter-là. Et la roadmap de l'autre. Et ouais. Ça se traduit comment? C'est quoi comme document, comme outil qu'on utilise pour... Alors, document, on a ce fameux PI planning. Oui. Alors déjà, je remonte un peu l'étape d'avant, c'est en comité de direction, sous l'impulsion du VP Product, on définit les priorités, ce qu'on appelle nous les stratégies OKR pour ce quarter. Okay. On a quelques-uns, on dit voilà, ce quarter, ça sera plus le B2B ou ça sera plus la partie seller, paiement, etc., etc. Donc on définit c'est des exemples. Mais par quarter, en tout cas, on définit une liste de priorités. Les équipes, les product directeurs, les head of engineering ont cette liste de priorités et travaillent avec les North Star métriques à atteindre et travaillent sur les différentes fonctionnalités qui pourraient impacter la North Star métrique, l'OKR. Et ça se fait en toute intelligence. Et donc ça, ce document, premier document, la liste des priorités. Deuxième document, là c'est plus un Miro où on a par train, parce qu'on a différents trains en fonction de au niveau fonctionnel. C'est-à-dire qu'on a le train qui est lié au seller, on a le train qui est lié au catalogue, on a le train qui est lié aux visiteurs, B2C, B2B, au paiement et aux opérations. Et en fait, chaque train décide par rapport aux priorités de la boîte, aux stratégies OKR, ce qu'ils vont faire pour le. Et tu as un responsable du train, tu as une team qui est en charge de ce train-là Oui, en fait, on appelle ça une triade. Ok. C'est, tu as 3 responsables, tu as le Head of Product, donc le Product Director, le Head of Engineering, et on appelle l'ADL, l'Agile Delivery Manager, Leader, pardon, et ces 3-là travaillent ensemble et sont responsables ensemble du delivery du train. Ok. Et c'est assez, ça a complètement transformé la société, ça a mis du rythme. Maintenant, on arrive à des taux de prédictibilité de plus de 90%. Donc, ça rassure aussi le business. C'est-à-dire que, voilà ce qu'on va faire et on a 90%, on va délivrer ce qu'on a dit, ce qu'on faisait. Donc, ça amène à la fois une transparence avec le business et même les autres personnes de la tech, et du comité de direction aussi, parce que on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. Donc, ça, et ça amène une sérénité, en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça amène une sérénité, c'est que cette transparence amène la confiance, la sérénité, et vous travaillez dans un environnement où, ça déroule. Oui, parfois, il y a des projets qui prennent du retard, il y a des bugs à gérer, etc. Mais on voit, depuis qu'on a mis ça en place, ça a permis vraiment de créer un rythme au niveau de la société. Et je trouve que ça permet aussi au produit de trouver sa place. Parce qu'elle fait partie de cette triade, c'est elle qui est au cœur du système.
Et donc, elle arrive à la fois avoir un bon contact avec le business sur le produit. Pour moi, c'est résoudre les problèmes du business, entre autres. Mais elle a bien elle a bien en tête les stratégies concurrentes de la société. Elle a bien en tête comme elle travaille proche du business, les problématiques du business. Et elle travaille avec son head of engineering pour voir si techniquement c'est faisable, etc. Et dernier point qui est important, c'est la collaboration intertrain. La plupart des projets qu'on fait chez ManoMano, ça n'impacte pas seulement qu'un train, qu'un domaine fonctionnel. Souvent, ça impacte plusieurs domaines fonctionnels. Et donc, s'il y a un train qui développe quelque chose et que l'autre le fait pas la continuité, ben, la valeur que vous créez qu'on développe pour le client est zéro, est nulle. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de collaboration et de synchronisation aussi. Ok. Combien de personnes ça représente aujourd'hui, la partie tech product, la partie ton équipe en tout cas, et comment elle s'organise dans les différents pôles? Alors, la tech chez ManoMano, c'est à peu près 500 personnes. Engineering, data et produit. Si on compare entre l'engineering, alors c'est assez simple, il y a le produit. À l'intérieur de l'engineering, il y a les équipes engineering qui travaillent beaucoup avec le produit. Il y a une équipe qu'on appelle plateforme et de sécurité. C'est toute la partie opération, tout ce qui est plateforme, cloud, la partie sécurité. Après, on a une équipe tech excellence, toute la partie agilité, quality et craftsmanship. Et après, on a une partie qui est la partie product, la partie product et data. Les data scientists sont les amis avec le produit parce qu'il y a une vraie relation entre l'impact, entre développer des algorithmes d'amélioration de CVR ou de pertinence moteur, etc., avec les équipes produits. Donc, on a ces entités. Mais au quotidien, ces équipes sont complètement mêlées. C'est-à-dire que on a des trains. À l'intérieur des trains, vous avez des groupes. Et à l'intérieur de ces groupes, vous avez des feature teams. Et dans chaque feature team, vous avez un product manager, un IT lead et des développeurs. Développeurs avec un QA, un Scrum Master. On garde quand même cette agilité au niveau des équipes. C'est-à-dire que les équipes sont assez autonomes et travaillent ensemble. On n'a pas le lien hiérarchique au quotidien. Il y a vraiment on a regroupé au sein d'une même équipe toutes les personnes qui peuvent impacter la plateforme. Avec une notion de tribe, ou je sais pas si c'est... Oui, alors avant, quand vous commencez, on parle beaucoup de tribe avec le modèle Spotify. Nous, on appelle ça maintenant des trains, parce que c'est beaucoup plus gros et ça correspond à peu près à cette logique, mais augmentée, quoi. Ouais. Mais par exemple, nous, dans un train, on a des feature teams, mais aussi des data squads. Donc, ça permet aussi d'avoir la data toujours proche du produit. Ouais, ça, c'est important parce que dans des plateformes comme les nôtres, où on a mis la data au cœur de la plateforme ManoMano, on a des data squads qui sont vraiment proches du business, des produits, et donc il y a une interaction qui est plus forte. Ok. Est-ce que vous suivez des métriques pour le recrutement de X QA pour Y dev ou engineer et une proportion, une sorte de framework de recrutement de combien de personnes dans telle équipe pour telle autre entre product, engineering et testeur par exemple? Ou est-ce que c'est pas aussi structuré que ça? Si, alors les templates, de quoi est constituée une feature team, c'est à peu près le même template. On adapte parfois en fonction lorsque vous êtes plus sur back office, vous n'avez pas besoin de front, de développeur front, etc., etc. Mais oui, on suit des templates de recrutement. On suit des templates dans les équipes. Maintenant, le nombre d'équipes par train varie en fonction de la stratégie, de l'alignement de la stratégie de la société. Est-ce que cette année, on veut mettre plus le poids sur les sellers, le catalogue, etc. Donc, on arrive à faire plus ou moins, on va mettre une équipe de moins sur cette partie-là et on va en rajouter une sur l'autre partie. Donc, on arrive à gérer, en fait, cette variation, en fait. C'est ça qui est important. Une fluctuation, quoi. Ouais, on veut pas être figé. Et là, on est en train de travailler sur des nouveaux sujets qui sont le reteaming. C'est comment là, on a spécialisé des équipes. On a l'équipe qui est spécialisée dans le moteur de recherche, on a l'équipe qui est spécialisée dans l'intégration des sellers, on a l'équipe qui est spécialisée dans le transport, etc., dans le paiement, etc. On voudrait essayer de faire, pour être encore plus agile, c'est que les équipes soient pas spécialisées. C'est-à-dire qu'on arrive à les faire changer de domaine, pas à chaque mois, pas à chaque sprint, mais plutôt à chaque quarter. Comme ça nous donne encore une plus grande flexibilité.
si la société a besoin d'accélérer sur un domaine, il y a un nouveau sujet qui sort sur le marché, il faut accélérer parce qu'il y a potentiellement un business à prendre et une place à prendre. Ben, c'est dire, ben, au lieu de mettre, on va prendre 3-4 équipes, on va les dédier sur ce sujet-là pendant un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, ça sera fait. Et ben, après, ils feront autre chose. Et donc, c'est ça on est obligé de s'adapter au marché, en fait. Et au marché où on peut pas avoir, et c'est là où on parle de comment garder l'agilité dans des structures de 500 personnes, c'est de pouvoir, en fait, être flexible au niveau des affectations. On peut plus le faire au sprint, comme le ferait peut-être une organisation à la Spotify, à moins de 100 personnes. Nous, à 500, on est obligé de le faire au quarter. Je dis toujours, on est agile au quarter. Au niveau de la tech, est-ce que tu peux me parler un peu des environnements et des ingrédients qu'on retrouve en termes de technologie et de framework? Tu m'as parlé tout à l'heure de React pour la partie front, mais qu'est-ce que tu peux me donner comme élément Oui, alors, grosse maille? Oui, je peux te donner. Donc, on a une plateforme qu'on a transformée depuis 4 ans. Donc, sur la partie langage, on a sur la partie front, on est en React et on utilise React Native pour la partie application. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on essaye de mutualiser les développements entre d'abord les deux plateformes iOS ou Android. Et comme c'est une technologie comme entre React et React Native qui sont assez proches, on se dit il y a peut-être on peut former des développeurs front à pouvoir gérer les trois plateformes. Et donc toujours avec ce côté de créer cette agilité. Au niveau de tout ce qui est back, il nous reste encore du PHP qu'on va pas forcément supprimer. On a du Java Kotlin. On a sur la partie, on a un peu de Go sur certaines applications vraiment bas niveau. Et toute la partie data, on a du Python. Ça sur la partie langage développement. Bien sûr, sur AWS, on est sur le cloud. Donc AWS, on utilise toute la plateforme étant cube, permet de scaler plus facilement et d'économiser aussi des coûts de plateforme. On a depuis 2 ans mis en place tout ce qui est business events, parce que comme tu le sais, c'est que nous on a besoin de notre métier, c'est aussi beaucoup de transformer de la data, des commandes, d'intégration de produits, etc. Donc on a mis en place du business event pour aller vite et d'avoir une plateforme plus réactive. Avec le bus de transport, c'est Kafka et Kafka Stream. Donc voilà à peu près l'environnement de la plateforme. Alors on a GitLab pour l'outillage de développement, on a des bases de données type Postgres. Là on a une plateforme plutôt standard. On essaye quand même de toujours se poser la question quel outil on prend pour faire quoi. Par exemple, là, on a depuis un an et demi, on y a un burst GraphQL parce qu'on pense que ça peut nous apporter toute la partie mesh, ça peut nous apporter une accélération. Donc voilà. Et voilà, je veux pas, moi, je suis assez vigilant de pas trop avoir de technologies différentes. Parce que ça coûte des coûts de maintenance. Et après, c'est avoir les compétences des personnes en interne pour maintenir certains développements, certains composants. Ok, bien. Bon, on parle un peu de scaling si ça t'ennuie pas. Avant ça, moi j'aimerais que tu me décrives un peu tu vois, si tu devais préparer l'onboarding d'un nouveau membre de ton équipe, pour lui décrire un peu le contexte actuel, la dynamique dans laquelle vous êtes. Tu présenterais les choses comment aujourd'hui? Aujourd'hui, moi ce que je dirais, c'est voilà, t'as rejoint une entreprise comme Mano. On doit s'assurer que la plateforme, ce qu'on développe en termes de scalabilité, de disponibilité, de performance, soit au très haut niveau. Donc, tous les développements que tu dois faire doivent être avec cet état d'esprit pour éviter d'avoir des problèmes de scalabilité. Et j'ajoutais même sécurité aussi, parce que comme on est une plateforme qui est visible de l'extérieur, il faut s'assurer qu'on a que ce qu'on développe est sécure pour nos clients. Donc ça, c'est la première chose. C'est dire, voilà, t'es dans une plateforme qui scale, donc il faut avoir ces quatre sujets en tête et il faut travailler, designer des solutions qui respectent ces quatre points. Je dirais aussi, on est dans un changement mouvant. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui scale. Ça, c'est la plateforme côté client, mais à l'intérieur même de notre organisation, on est en perpétuel changement. J'ai même parfois, on est en train de recruter des gens, ils sont pas là, donc on n'a pas l'équipe
qui est 100% staffé. Donc, il faut travailler avec ça. Donc, il faut s'adapter à la situation. Il faut s'adapter à la situation, comprendre le contexte et prendre des bonnes décisions pour travailler dans des bonnes conditions, pour délivrer ce qu'on a besoin et anticiper les problèmes, anticiper ce qui pourrait arriver. Donc ça, c'est important, c'est que ces 2 points sont clairs. C'est la performance, les 4 termes, scalabilité, performance, haute disponibilité, sécurité et l'adaptation. Ça change. Tous les quarters, on peut changer les priorités, mais il faut que la personne s'adapte et arrive à travailler dans ce contexte-là. C'est pas évident pour tout le monde, qu'on soit très clair. Il y en a des personnes qui sont plus adaptées à travailler dans des endroits plus stables. Nous, on n'est pas dans un endroit stable. On est dans un endroit qui est en perpétuel changement. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on recrute des gens, lorsqu'on recrute des personnes, on pose toujours cette question. Moi, ma question, c'est est-ce que tu es capable de travailler un peu dans le chaos parfois parce qu'on a décidé de lancer un nouveau développement, etc. Donc voilà moi ce que je dirais surtout à l'embauche, avant qu'il intègre ManoMano, pour pas créer de surprise. D'un point de vue justement de l'embauche, comment tu as géré le scaling des équipes ces dernières années dans un contexte hyper tendu en termes de recrutement, et comment on s'y prend pour être attractif et faire en sorte qu'on a les équipes qui nous permettent de grandir, parce que c'est pas le tout d'avoir une vision et d'avoir une tech qui est souple. Comment est-ce qu'on s'assure que les équipes seront là au moment où on en a besoin? Alors, j'ai mis en place plusieurs axes pour permettre d'avoir les équipes en place. Dans un premier temps, on a élargi où on allait recruter. Ça a commencé par, quand je suis arrivé, le bureau ManoMano était qu'à Paris. Donc là, le marché était très tendu à Paris en 2018. On a ouvert Bordeaux au mois de novembre, après mon arrivée. Ils avaient pris la décision avant que j'arrive. Okay. Donc pour avoir pour attirer d'autres talents. Et comme il fallait aller encore plus vite, on a décidé d'ouvrir à Barcelone. On a ouvert à Barcelone en janvier 2019. Donc, en 4 mois après mon arrivée, on avait 2 bureaux ouverts. Bordeaux. Donc ça nous a permis d'élargir les recherches, donc d'avoir à la fois des Bordelais et des personnes à la région de Barcelone. Premier. Deuxième, il faut pas ignorer, et moi j'ai toujours travaillé, alors je sais qu'il y a certains CTO qui trouvent ça, qui veulent pas le faire, moi je le fais, c'est de prendre aussi des ressources externes, de trouver des sociétés de services externes, de créer une relation de confiance avec les ressources de services externes, et en parallèle de staffer des équipes externes dédiées à un domaine fonctionnel, à un projet bien précis, pour permettre une meilleure collaboration. Donc on l'a fait. À la fois, on a pris des sociétés françaises et des sociétés espagnoles qui nous ont permis de scaler hyper rapidement ces équipes-là, surtout quand on a vraiment besoin de délivrer pour nos clients rapidement. Donc ça, on l'a fait à la fois en France et en Espagne. Donc ça me permet donc élargir la zone de recrutement, géographiquement. La zone de recrutement, prendre des sociétés externes. Et le dernier point qu'on a mis en place pour élargir encore plus notre zone de recrutement, c'est le télétravail. C'est-à-dire qu'on a lancé un projet qui s'appelle Workatom, où là, on laisse le choix aux équipes entre 0 et 5 jours de télétravail. Donc, entre 0 jours et du full télétravail au sein de ManoMano. Donc, maintenant, moi, à la fois en France, j'ai des personnes qui habitent à Nice, à Marseille, à Toulouse, dans toute la France. Et en Espagne, des gens qui habitent à Madrid, en Galice, à Alicante, et même dans les îles Canaries. Donc voilà, donc on a, avec ces 3 niveaux, 3 axes de développement, ça a permis de recruter plutôt bien. Maintenant aussi, quand tu recrutes comme ça, il faut aussi s'assurer, et que tu scales ton organisation, il faut s'assurer que tu as les bons niveaux de management, des bons niveaux de leadership. Et effectivement, parfois, tu anticipes le prochain scale. Pas prendre trop senior, pas prendre trop junior, et se dire, voilà, quelle personne j'ai besoin pour faire quoi. Sur la partie créer une feature team, c'est pas le plus compliqué. On sait qu'on a besoin d'un IT lead, d'un PM, de développeurs et de QA. Maintenant, c'est comment on va piloter ces équipes-là. Donc voilà, il a fallu aussi travailler sur la leadership team
C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a besoin, quel type de profil pour faire quoi. Et moi, voilà, quand je suis arrivé, et ma leadership team actuelle, elle a complètement changé. Elle s'est adaptée en fonction de la croissance de l'équipe. En venant plutôt de l'extérieur ou de l'intérieur? De l'interne, de l'évolution? Il y a les deux. Les deux, il y a eu des personnes de l'externe. Il y a des personnes qu'on a fait grandir. Comme je disais, moi, c'est important, le côté, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de tout ce qui est formation, etc. Des personnes qu'on a fait grandir, qu'on monté, sont devenus des engineering managers, qui étaient développeurs quand je suis arrivé, maintenant qui sont engineering managers. Ça, c'est une certaine fierté. Et on a pris des gens de l'extérieur parce qu'on n'avait pas les compétences en interne, et on a essayé de prendre un peu des profils différents pour créer cette diversité. Quand on compare les deux scaling que tu as pu faire chez Cdiscount et Mano Mano, les années sont pas les mêmes. Est-ce que la manière dont tu as abordé le scaling de Cdiscount est comparable à ce que tu as fait chez Mano Mano, ou en fait les époques font que les projets sont très différents? Non, c'est complètement différent. Sur quel point? Je dirais c'est complètement différent. Au niveau technologique, c'est complètement différent. Déjà. Au niveau même approche de recrutement, c'est complètement différent. Moi, quand je suis arrivé chez Cdiscount, j'avais mis en place les premiers peer programming. C'est l'ancêtre de l'agilité. Et je pense que les personnes qui nous écoutez ne savent pas ce que c'est, mais je vous conseille d'ailleurs créer ces paires de programmeurs pour qu'il y ait un check entre développeurs, pour permettre de créer de la collaboration. Toujours pareil, créer de la collaboration. Après, on apprend. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec le scale de Cdiscount. J'ai appris qu'il fallait vraiment pas négliger la dette technique, s'assurer que la plateforme, on délivrait de la valeur pour nos clients, mais qu'on la faisait vivre, qu'on la faisait évoluer. Sinon, après, on était bloqué pour développer des nouvelles fonctionnalités parce qu'on avait créé trop de dette technique. Donc ça, c'est important. L'approche de l'organisation aussi a changé. C'est-à-dire comment j'anticipe mieux mon organisation. Et ça, on apprend en marchant. Hein. C'est pas écrit dans des livres, parce que si vous prenez un livre, vous lisez un livre, soit vous mettez l'organisation pour faire 10 milliards et vous en faites que 10 millions. C'est pas le même coût. Donc il faut toujours savoir quelle organisation et à quel moment. Après, en termes de technologie, quand je suis arrivé chez Cdiscount, il y avait pas de cloud. Donc tout ce qui est scale de plateforme, il fallait anticiper. Il fallait acheter des serveurs 6 mois, 1 an à l'avance. Ça générait aussi beaucoup le cloud, ça génère aussi des coûts. Les gens savent pas l'utiliser forcément. Il faut faire des formations, il faut expliquer comment on l'utilise, l'impact que ça a lorsqu'on choisit un outil, etc. Comment on le maintient, etc. Donc non, c'est complètement, pour moi, c'est deux époques différentes. Alors il y a une base commune sur l'anticipation, l'organisation, les process. Et encore, les process sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais pour moi, c'est deux époques. Et je dirais le dernier point. Moi, à l'époque, en 2000, quand je suis arrivé en 2006 chez Cdiscount, les problèmes de recrutement, il n'y en avait pas. Maintenant, quand vous voulez recruter une personne, on a mis en place faut être attractif, faut se démarquer. Faut se démarquer, faut donner envie de venir chez Mano Mano, faut travailler sur l'apprentissage, la marque employeur, il y a un vrai travail de marketing, de branding autour de la tech qui est assez intéressante. Hein, et moi, je trouve que c'est un bon rééquilibrage des choses. Et donc voilà, et ça, j'ai appris plutôt quand je suis arrivé chez Privaya. Chez Privaya, vous êtes dans un contexte barcelonais où il y a eu beaucoup plus de concurrence. Cdiscount était seul à Bordeaux. Hein. En gros, en e-commerce, maintenant, il y a un peu plus de monde. Il y a Back Market, Mano Mano, etc. Mais ils étaient seuls à Bordeaux. Donc, pour recruter, c'était hyper simple. On avait plein de CV qui nous arrivaient. Donc, hyper simple. Et voilà. Et donc, ça, c'est un changement. C'est qu'il faut anticiper aussi les recrutements. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est complètement différent en termes de technologie, d'organisation et de recrutement. Clairement. Comment on fait pour passer de 100 à 500 ou je sais plus ce que tu me disais comme chiffre au début, mais en nombre de personnes, une centaine quand tu es arrivé à 500. Et comment on fait pour garder l'esprit un peu start-up qui a des défauts, mais qui a aussi des qualités d'énergie, de dynamique, d'initiative, d'agilité? Ou est-ce que c'est peut-être une utopie et en fait, quand on est 500, on n'a plus cet esprit start-up, on est dans une structure très mature et très structurée? Alors nous, on essaye de la garder. Non. On peut... Oui, on sera toujours différent
d'une start-up à 20 ou 30 personnes, ça c'est sûr, et faut pas, je dirais pas le contraire. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on structure de façon globale en mettant des priorités, mais on laisse quand même chaque train et chaque équipe une certaine autonomie dans la réalisation. On met en place des outils que les personnes utilisent, que les équipes utilisent, mais on leur laisse une certaine autonomie dans la réalisation, comment ils vont faire, la priorisation à l'intérieur de leur sprint, quelle feature est importante. Ce que je disais, c'est que vous avez une priorité globale, vous avez pris une priorité au niveau de la société. Chaque train peut être impacté par cette priorité, mais à l'intérieur de qu'est-ce qu'ils vont faire, ça reste à l'initiative de l'équipe. Alors, il y a une validation lorsqu'on fait un PI planning de 2 jours, en fin de PI planning, on valide ce qui va être fait. Mais ça reste quand même à l'initiative de l'équipe. Donc, c'est là où moi je dis, il y a une certaine flexibilité. C'est-à-dire que c'est pas le comité de direction qui va dire, vous devez faire cette fonctionnalité. Non. C'est l'équipe qui décide, voilà, il y a cette fonctionnalité à faire, ça va apporter ça, et elle est autonome pour le faire. Et ça, c'est important, c'est qu'on garde cette agilité. Et si au cours du quarter, ils veulent changer, créer une nouvelle fonctionnalité, ou remplacer par une autre qu'ils avaient décidé un mois plus tôt, c'est possible. Donc on est assez agile. On est assez agile à l'intérieur d'un quarter pour décider quelle fonctionnalité il faut le délivrer. C'est vrai qu'au niveau du quarter, on est plus figé sur une liste de priorités, de stratégie, mais qui est liée à la société. Donc on essaye de garder cette flexibilité au niveau des sprints. Les équipes sont autonomes au niveau des sprints. Ok. Sur le plan de la tech, comment on fait pour éviter de créer un truc hyper lourd, un peu congestionné, un peu qui parce que la complexité va avec le développement de l'entité, de la taille, et est-ce qu'on peut mettre en place des éléments qui nous permettent nous épargner un peu sur la complexité du système qu'on crée? Oui. Alors c'est ce que je disais au début, c'est comment on ne devient pas un dinosaure où on a du mal à se déplacer, quoi. Donc il y a plusieurs choses. C'est déjà dans le choix de l'architecture qu'on met en place, la rendre la plus flexible possible, dans le rajout d'une fonctionnalité, le rajout d'un microservice, etc. C'est pour ça qu'on est passé en microservice. En React, on a designé la plateforme pour être beaucoup plus flexible et beaucoup plus modulaire. Donc ne pas avoir un gros monolithe, mais plutôt des petits composants à modifier, des microservices. Donc ça, c'est la partie plutôt architecture. Au niveau organisationnel, c'est pour être le plus réactif possible, c'est comment on a les personnes les plus près du produit. Donc c'est pour ça on est vraiment orienté delivery chez ManoMano, c'est-à-dire voilà, comment on va délivrer de la valeur pour nos clients et comment on va mettre les personnes au bon endroit. C'est pour ça qu'on a mis en place le data mesh, c'est-à-dire on a des équipes, des data squads qui sont très proches des équipes business. Et voilà, j'ai besoin de ce reporting, j'ai besoin de cet algo. Et ben ils le décident pendant un quarter et ils délivrent. Et on le voit là, on délivre à chaque quarter, on délivre plus de 400 initiatives. Donc c'est-à-dire qu'on délivre quand même tous les 2 semaines en continu. Moi, je considère que on délivre tous les jours une nouvelle version de la plateforme, une nouvelle composant. Il n'y a pas de restriction. Donc, on a mis aussi des process de delivery, de build, c'est-à-dire toute la partie continuous integration, continuous CI/CD, deployment, où là, on a mis tout en place pour que, pour les développeurs, ça soit le plus simple possible de délivrer une nouvelle feature en gardant un niveau de qualité correct. Donc ça, et c'est pour ça que c'est à la fois dans l'organisation, dans le choix, dans aussi le focus. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire ce trimestre-là? On descend au niveau initiative. On a pour les développeurs, ce qu'on essaye, de réduire la charge cognitive. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit le plus simple possible pour les développeurs de délivrer quelque chose sur la plateforme. Donc ça, c'est les équipes de Fabien qui travaillent dessus. C'est comment le développeur, en un bouton, il arrive à mettre en production une nouvelle feature. Donc voilà. Et ça, c'est clé. Mais c'est un des KPI que je regarde à chaque fin de sprint et à chaque fin de quarter. C'est le cycle time et le wasting time. C'est le temps perdu et le temps qu'il faut pour délivrer. En parlant de KPI, c'est un truc qui m'intéresse vachement parce que toi, à ton niveau, je sais que tu es en plus assez porté sur l'excellence opérationnelle. Ça veut dire quoi pour toi l'excellence opérationnelle? Comment tu suis la performance de ton orga?
avec quel outil de reporting et tu te focalises sur quel KPI? Parce qu'on peut en avoir des centaines de KPI, surtout si la donnée commence à être mature. Mais concrètement, toi, tu choisis lesquels et tu les suis comment? Alors, oui, au niveau excellence opérationnelle, bon, comme je le disais, on est une société 100% digitale. On peut pas se permettre d'avoir des arrêts de production parce que voilà, on a nos clients, nos sellers qui sont dessus. Mais ça arrive, hein, on a un taux de 99,99 là en ce moment. Donc ça, on a fait des progrès de résilience et là tous les sujets core engineering, etc. Après, moi je suis différents types de KPI. Un des premiers KPI, c'est le KPI de la plateforme. Le taux de disponibilité de la plateforme, le health check, le TTR, voir les performances de la plateforme, le temps de réponse de la plateforme, etc. Donc ça, c'est une situation un peu plus globale. Nombre d'arrêts, minutes d'arrêt, s'il y a eu des arrêts, etc., etc. Donc ça, c'est suivi au quotidien. On a mis dans des outils comme type Datadog, qui nous permettent d'avoir tous en place des systèmes de monitoring de plateforme. Et on va assez loin puisqu'on arrive à vraiment avoir les temps de réponse par microservice, on arrive à détecter. Et moi, je descends pas aussi bas. Ce que je demande, c'est à chaque train d'être responsable de leur propre KPI de production. Ça, c'est important, c'est que on est dans une politique où chaque train, ce que j'expliquais avant, donc ce fameux triade, donc le Head of Engineering est aussi responsable de ces KPI de production. Moi, je regarde les KPI plus macro, plus globaux. Après je descends si je vois que ça baisse parce que c'est une agrégation, je vois la baisse, je descends et pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le deuxième groupe de KPI que je regarde, c'est le KPI de tout ce qui est delivery en fait. La vélocité en fait, c'est ça? La vélocité de l'équipe, exactement. Je parlais de cycle time, de wasting time. Je parlais de temps de nombre de livraisons par jour, le temps de les CI et la CD. On mesure en temps le temps qu'il faut livrer une nouvelle fonctionnalité. Donc voilà, ça c'est plutôt le temps perdu. Qu'est-ce qu'on avait planifié, qu'est-ce qu'on a délivré, il faut savoir où on a perdu du temps. Alors, et ça c'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir dans nos process. On travaille beaucoup sur les process lean en ce moment. C'est-à-dire voilà, où on pourrait améliorer, soit par l'outillage. Alors c'est ces équipes de Fabien qui utilisent ça. Fabien, c'est le directeur de tout ce qui est plateforme et sécurité. C'est comment on peut améliorer ces temps de déploiement et d'outiller pour les développeurs. Donc ça, c'est la partie delivery. Aussi sur la partie produit. Hein. C'est-à-dire quel nombre de features, d'initiatives pour ce sprint et qu'est-ce qu'on a délivré en réalité. Donc ça, on le suit au quotidien. On s'est mis des outils tels que Jellyfish en place, etc., pour nous permettre d'avoir du reporting automatique. Ça, c'est le deuxième groupe de KPI. Et il y a le troisième groupe de KPI qui est plus lié au business, en fait. Et là, c'est plus pour les équipes produits. Alors, en fonction de la feature team ou du train, on a différents types. On a l'impact. En fait, moi, je dis, c'est l'impact de la tech sur le business. Qu'est-ce qu'on a délivré et quel a été son impact sur le business? On regarde le CVR, on regarde des trucs, la pertinence du moteur de recherche et on fait des A/B tests en permanence pour savoir, voilà, j'ai une version avant, une version après. Et donc ça, c'est côté plus produit. C'est voilà, qu'est-ce qu'on a délivré ce quarter ou ce sprint qui a eu un impact sur le business. Donc, j'ai des KPI que je suis en fonction, j'ai une timeline en fait. Il y a le capital quotidien, en plus de tout ce qui est BV, visiteur unique, etc. Il y a les KPI plateforme, savoir ce qui se passe, et incidents. Les KPI liés au sprint, et après les KPI liés au quarter. Ok, très clair. Un mot sur la formation des équipes, parce que ça fait partie, on en parlait tout à l'heure, un peu de l'attractivité de l'environnement, mais toi, tu es aussi hyper sensible au fait que les gens restent ouverts, les gens soient curieux, que les gens s'inspirent un peu de ce qui se passe à l'extérieur. Ça se manifeste comment et ça se concrétise comment cet intérêt et cette organisation apprenante dans laquelle tu as envie que tes équipes soient? Oui, je sais pas si c'est lié à mon ADN à moi, mais je pense qu'on est dans des domaines, que ce soit produit, data ou engineering, on peut pas, je le disais tout à l'heure, on peut pas que être recentré sur nous.
Et ça, c'est important. Pour moi, c'est clé et important de voir ce qui se passe à l'extérieur, de trouver des sources d'inspiration à l'extérieur pour apprendre des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles modes d'organisation, des nouvelles technologies qui pourraient apporter de la valeur pour Mano. GraphQL, par exemple, qu'on a mis en place il y a 1 an et demi. On en parlait un peu il y a 3 ans, mais voilà. Mais j'ai un head of engineering qui a pris la chose en main. Il s'est dit, ouais, mais c'est peut-être intéressant. Il a fait un POC, etc. Et comment on le fait chez Mano? Alors, moi, quand je suis arrivé, j'ai mis en place une plateforme de learning. On utilise une plateforme de learning du marché et avec où toutes les personnes de l'organisation tech peuvent se connecter. C'était Udemy, non, de mémoire? S'auto-former. Oui. C'était Udemy. Ça a été la première phase. J'ai envie de dire, c'est entre guillemets la plus simple. Il y a un contrat, vous proposez aux développeurs, vous proposez à toute l'équipe tech de l'utiliser. Pareil, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Mais voilà. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, ça a été, moi, j'ai besoin, les équipes des livres sont dans leur rush toute la semaine, ils ont ces sprints, etc. Mais moi, je voudrais leur trouver du temps pour qui travaillent ensemble, collaborent. Hein, je vais répéter plusieurs fois la collaboration, qui travaillent sur des nouveaux sujets, qui sortent un peu du quotidien pour leur ouvrir l'esprit sur des sujets qui peuvent les intéresser, etc. Et donc, on a décidé, il y a 3 ans de ça, c'était même avant le Covid, donc c'était en 2019, de lancer ce qu'on appelle les Crafternoon. C'est-à-dire que tous les jeudis après-midi, les équipes de développement, pas les équipes de développement, toutes les équipes, produits, engineering, toutes les équipes se réunissent sous forme de groupe pour travailler sur un sujet. Et on a des sujets qui ont émergé grâce à ces Crafternoon. Ou quand il y avait un vrai problème d'architecture, ils utilisaient ce Crafternoon pour dire, tiens, comment on pourrait repenser l'architecture dans un environnement en prenant un peu de hauteur. Et ça a plutôt bien marché puisque ça a créé une dynamique sur du partage de connaissances, du knowledge management, etc., etc. Et ça, on le privilégie tous les jeudis après-midi. On a renforcé. Mais t'as vraiment toute l'équipe qui s'arrête le jeudi après-midi pour basculer sur ça? Toute l'équipe, ouais. En fait, le jeudi après-midi, ça s'est organisé de façon mécanique. C'est il y a à 2h jusqu'à 3h moins le quart, il y a le stand-up Global Tech où moi je présente des visions. Chacun présente. Chaque semaine, il y a des présentations différentes sur des nouvelles features livrées par le produit, la data, comment on travaille sur l'algo, des développements. Moi, je présente 2-3 fois par an, je prends de la vision. Ça, donc, on a un stand-up avec 400 personnes par Zoom maintenant pour présenter. Et après ça, les équipes vont travailler sur des sujets qu'ils ont définis auparavant. Donc ça, c'est important parce que on est dans des domaines technologie et on voit que ça apporte de la valeur. En fait, derrière tout ça, il y a des sujets qui ont émergé. Il y a du learning. On utilise aussi ces sessions-là pour faire des formations autour de la sécurité, autour du cloud. C'est-à-dire comment on gère mieux le cloud, certaines fonctionnalités du cloud, etc., etc. Et donc ça, c'est tous les jeudis après-midi, ça s'appelle les Crafternoon. Et on a enrichi ce moment avec, on a 3 personnes, c'est comme les Craftman, qui animent ces sessions-là, en proposant des ateliers sur différents, faisant du Craftman, quoi, en proposant des ateliers à différentes personnes, etc., etc. Donc voilà ce qu'on fait sur la partie learning. Et là, on vient de lancer depuis il y a pas longtemps, depuis 1 mois là, la Tech Academy pour continuer dans ce lancer d'apprentissage et de learning. Animé en interne. Par exemple, on parlait des Tech Days, des KO Days tout à l'heure. KO Engineering, on a les Game Days aussi. C'est-à-dire que pendant toute une journée, 2 fois par an, on travaille sur un thème. Le dernier, c'était par exemple la sustainabilité. C'est-à-dire comment on peut rendre notre plateforme plus sustainable. Ok. Donc, voilà. Ok, donc c'est assez rythmé quand même. Je voulais finir un peu sur l'échange sur le trend actuel, la crise entre guillemets qui a l'air de se manifester avec quelques éléments concrets par-ci par-là. On ne sait pas exactement de quel ordre ça va être, mais il y a eu un article des Échos il y a pas longtemps qui soulignait un peu le frein que certains investisseurs mettaient dans les startups et des scale-up. Toi, t'en as vu un certain nombre des crises, parce que t'as vu la bulle des années 2000, t'as vu 2008. Comment tu l'abordes, celle-là, aujourd'hui, là, celle qui a l'air de se présenter, à titre perso, j'ai envie de dire?
À petite perso, moi, bon, on sait que Ouais. c'est cyclique, hein, les crises. Il faut, comme je le dis souvent, faut s'y préparer. Faut s'y préparer. On sait que les investisseurs, les économistes sont pessimistes sur 2023. Et c'est comment s'y préparer et s'assurer que si jamais ça devenait plus important, c'est comment on va réagir. Donc nous, en fait, on en parle, on prépare, on s'y prépare au cas où. Mais voilà, c'est-à-dire que pour moi, c'est un élément de Mais plus. ça veut dire quoi? Ça veut dire des dans gels des l'organisation. embauches? Ça veut dire un frein sur le recrutement? Oui, ralentissement des embauches, focus sur d'autres sujets, et voilà. Donc, de toute façon, c'est cyclique, hein. On sait, comme tu dis, moi j'ai fait 2000, 2008, et maintenant c'est le 2022, Ouais, plutôt 2023, ouais. plutôt 2023, mais on nous en parle déjà depuis avril 2022 quand même. Et on s'y prépare, on s'organise pour au cas où. Maintenant, on est prudent chez Mano Mano. Donc voilà, on a pas de plan pour l'instant. Donc prudence, pas de panique, mais de la prudence. La prudence, ouais, la prudence. Et après, bon voilà, ça nous fait aussi on ralentit les recrutements, on consolide ce qu'on a fait depuis 2 ans. On passe un peu plus de temps aussi à consolider, à faire du lean de ce qu'on a fait et à se poser des bonnes questions parfois. Bon, très bien. Merci pour tous ces partages d'expérience. Quelques questions un peu plus rapides pour toi. Je voulais te demander la plus grande difficulté au sein de ton parcours de Mano Mano jusqu'ici, ça serait laquelle, si tu devais en garder une? Ma plus grande difficulté, c'est comment anticiper le futur. Et pour l'instant, ça s'est bien passé. Et j'espère que ça continuera comme ça, puisque voilà, le Covid, c'est plus grande difficulté, c'est comment tu fais un peu le trade-off entre est-ce que je mets une architecture ou une plateforme, une organisation pour faire X milliards versus moins, et parce que tu as toujours le trade-off de coûts. En fait. Ces décisions doivent pas être simples. Là, tu devais être assez content de la décision de ton arrivée en passant sur le cloud, parce que ça a été quand même ça a été salutaire, ou en tout cas, ouais, une grande décision, mais je comprends que parfois les angoisses doivent être là, surtout quand il y a une instabilité économique comme celle dans laquelle on est. La décision d'investir doit pas être simple. Ouais, ouais, tout à fait. Et quand vous avez des contrats sur 2-3 ans, donc comment vous anticipez On garde cette agilité aussi contractuellement, ouais, c'est un sujet. Ta plus grande fierté, en revanche, sur ces 4 dernières années? Alors, ça va être complètement humain. C'est d'avoir réussi à créer une équipe internationale. Ouais. Ça a été c'est une grande fierté pour moi. Je le dis avec émotion parce que moi parce que ça n'a pas été facile. Je me rappelle quand on a décidé d'ouvrir les bureaux en Espagne, il y a eu quelques réticences. Il a fallu convaincre, il a fallu expliquer que on était une équipe, qu'il fallait travailler ensemble, qu'il n'y avait pas d'un côté l'Espagne, d'un côté la France, d'un côté Paris, d'un côté Bordeaux, d'un côté Barcelone. Et ça, je pense qu'on l'a complètement, c'est complètement passé. Et moi, je suis fier de voir des équipes espagnoles, des Espagnols. Et en plus, à Barcelone, on a beaucoup de gens de pays d'Amérique latine, on a des Argentins. Alors, c'est pas le bon moment aujourd'hui, mais on a des Argentins, des Mexicains et tout le monde travaille ensemble avec des Français. Donc, vous avez des calls entre un Marseillais qui parle à quelqu'un qui est en Canaries et avec un Bordelais et un Galicien. Et donc ça, pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté. D'avoir réussi à faire ça. Ouais. Un mot sur ton âge, parce que t'es un peu plus âgé que la moyenne des CTO que je reçois à ce micro. Ça va aussi avec la maturité de Mano Mano, parce que tout le monde n'en est pas au même stade. Avantage ou inconvénient pour toi d'avoir cet âge là et cette expérience là? Bon, je vais pas te dire, je vois ça comme un désavantage. Hein. Moi, je pense que, alors déjà, l'âge c'est une chose, mais c'est surtout c'est plutôt l'état d'esprit et l'ouverture qu'il faut qu'on ait. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir mon âge, hein, parce que je passe tellement de temps avec des gens plus jeunes que moi que ça me permet d'apprendre d'eux. Je pense que je partage mon expérience et ils le savent. Ils le savent et ouais, ils me posent pas mal de questions. Je fais un peu de mentoring en interne.
sur mes expériences et les différents choix que j'ai faits. Mais ça va dans les deux sens. Moi, j'adore m'inspirer des personnes qui arrivent, des personnes qui ont eu des expériences aussi importantes. On a des gens de chez Amazon, chez nous, on a des gens de chez d'autres sites, vente privée, Wayfair, etc. Et donc d'échanger avec eux, des gens d'Uber. J'ai des gens d'Uber qui nous ont rejoints, etc. Donc, ça permet qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ont la trentaine. Moi, je trouve que l'expérience est importante, l'ouverture d'esprit et de faire un peu l'agrégation de tout. Ça permet de faire c'est un bon cocktail. Et je pense que pour l'instant, j'arrive à prendre des bonnes décisions et pas être et garder ce côté nouveau. Ok. Et c'est ce qui explique ta longévité à ce rôle d'un peu d'encadrement, c'est que tu te remets en cause, tu vois beaucoup de monde, t'essaies d'apprendre des autres, quoi. Oui, et je pense c'est ce que j'essaye d'inculquer par mon envie de faire du learning, de mettre en place du learning, de pousser les personnes à aller sur Udemy, faire des formations, lire des livres, lire des articles, etc. C'est pour dire, mais le monde change. Il y a des gens qui sont plus intelligents que nous à l'extérieur, qui ont essayé des choses. Essayons de capter une partie de leur savoir, quoi. Et après, avoir la réflexion, ne pas... ça, c'est une erreur que fait, je lis parfois, c'est ne pas implémenter un framework sans comprendre le contexte genre from the book, ou sans comprendre le contexte d'où vous êtes, quoi. Ok. Sur la partie justement remise en cause des compétences, les lectures, les inspirations, les articles, les blogs, les web, les sites et les salons peut-être. Toi, t'as des sources d'apprentissage au quotidien ou régulières que tu pourrais nous partager? Oui, moi je suis un fan de Medium. Medium, ouais. Il y a pas mal d'articles. Alors je trouve parfois un peu léger, mais je m'inspire. En fait, j'ai deux phases. Bon, j'ai plusieurs phases, mais je capte les premières tendances sur Medium. Et après, quand je vois quelque chose apparaître un peu plus souvent, un mot, en ce moment, je suis sur le retail média, donc je vais essayer de trouver les articles beaucoup plus précis et lire pour bien comprendre l'état de l'art du domaine. Okay. Je l'avais fait sur le data mesh à un moment. J'avais vu une première vidéo de Zalando et après je me dis mais comment ça marche, je comprends pas tout, etc. Il faut aussi se rendre compte qu'on comprend pas tout du premier coup. Ça, c'est moi j'ai appris ça. Et, donc en fait c'est ça, j'ai 2 ou 3 méthodes. Je lis, j'ai des newsletters qui me tombent, j'ai des articles que je vois revenir souvent sur un thème. C'est à ce moment-là que je deep dive et j'essaye de comprendre et je me prends quelques briques qui pourraient nous intéresser et j'en parle à mes équipes. Et c'est comme ça qu'on a mis en place le data mesh. C'est comme ça qu'on a mis en place une partie de Safe. J'ai fait une société m'a dit ouais, viens faire une petite formation Safe. J'ai dit ouais, tiens, je vais aller regarder. Et je dis il y a des choses qui sont pas mal, des choses qui sont trop lourdes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et c'est à partir de là que tiens, il y a cette méthode, il y a ce process ou cette méthode qui est pas mal. Utilisons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait un peu nos frameworks, un peu à ce qu'on appelle nous à la mano. C'est adapté à notre ministère. Ça, c'est la première approche. Deuxième approche, c'est je suis face à une problématique. Et de cette problématique que je vis au quotidien, c'est comment je peux m'inspirer de quelqu'un qui l'a eu et comment il l'a résolu. Ça, c'est la phase plutôt, ça s'appelle la phase de partage d'expérience, quoi. Faut que je trouve une solution à une problématique. Alors, Safe, ça a été un des sujets parce que je crois qu'il n'y avait pas assez de collaboration entre les équipes, le produit, comment on va le mettre en place, comment on améliore la qualité, quelles sont les nouvelles méthodes de qualité maintenant, est-ce qu'il faut continuer à faire des tests automatiques ou faire autre chose, voilà. Et ces approches-là que. Et le dernier point, c'est je regarde, j'ai des sources qui me disent, voilà, il y a des livres à lire, qui sont intéressants. On a au sein de notre leadership team, on se partage les livres, Team Topology, No Rules, Accelerate, etc. Donc on est sur un livre de reteaming. Tiens, il faut bien dire ça. Et donc voilà, on s'inspire à travers des livres qu'on trouve sur le marché. Et je pense qu'il faut tout le temps, voilà, moi je suis tout le temps, je lis peu de romans. Moi les Musso, tout ça, je lis pas. Et parce que je passe mon temps à lire les tendances du marché. Je m'inspire aussi de la vie de certains, de certaines biographies de personnes qui m'ont, voilà, qui me disent comment mais voilà, pour moi c'est pratiquement du full time en fait. Ok. Est-ce qu'il y a une boîte qui t'inspire aujourd'hui dans l'univers product, dans la tech et dans son exécution?
J'ai pas forcément une boîte qui me vient à l'idée tout de suite. Mais moi, j'aime bien les gens qui sont assez audacieux. Et là, en ce moment, je regarde un peu tout ce qui est boîte autour de la sustainabilité. Et voilà. Donc, j'ai pas de boîte spécifique, mais je trouve que les gens qui commencent à travailler sur la sustainabilité, etc., qui veulent avoir un impact différent, c'est ce qui m'intéresse en ce moment. Mais j'ai pas de boîte. Bon, je trouve que les gens qui ont été audacieux pour créer Blablacar, qui ont été audacieux pour créer des boîtes qui ont un peu changé le mode de vie des personnes et notre mode de fonctionnement au quotidien. Voilà. Mais j'ai pas une boîte en particulier. Dans un projet comme celui-ci, l'équilibre vie perso, vie pro est pas facile. Toi, tu as une vie familiale, tu es entre Paris et Barcelone, tu voyages beaucoup, les équipes sont grandes, les responsabilités nombreuses. Comment tu fais pour te préserver? Et est-ce que tu as une routine ou des habitudes, des outils qui te permettent de séparer un peu les choses et de te préserver un peu? Je fais pas mal de sport, pas assez en ce moment. J'essaie de rendre la vie agréable au bureau déjà, pour commencer. Oui, ça prend du temps. Les voyages, bon, je voyage beaucoup moins qu'avant, qu'on soit très clair, à la suite du Covid, et c'est très bien comme ça. Et on voit qu'on peut faire plein de choses sans trop voyager. Ce que je fais, continuer à faire, c'est que je vais tous les jours au bureau parce que moi, j'ai besoin du contact avec les équipes, de contact même pas forcément avec mes équipes, avec les autres personnes de mano mano. On peut discuter sur des sujets, des problématiques business, etc. Donc voilà, je déconnecte jamais. En plus, maintenant avec les téléphones, on déconnecte jamais. Mais j'essaye maintenant, par rapport à lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'arrive à faire la part des choses de qu'est-ce qui est important de répondre dans la minute et qu'est-ce qui peut attendre la fin du week-end ou le lendemain matin. Donc ça, je fais, et j'essaye de préserver mes équipes. Parce que vu que moi je l'ai vécu, j'essaye de préserver mes équipes. Je le vois là, mais quand quelqu'un est en arrêt, quand quelqu'un est en vacances, quand quelqu'un est en congé maternité, c'est hors de question. Tu te mets des limites. Non, ça c'est hors de question. Il n'y a pas de message. Même si la personne me dit non, c'est pas de problème. Non, chacun doit avoir son temps. Et il me préserve sur ça parce qu'ils savent que je réponds. Donc ça c'est. J'ai trouvé un équilibre parce que voilà. Mais qui vient plus avec l'expérience qu'avec des outils ou des méthodes particulières. Après, et je dis à mes équipes, moi c'est une relation de confiance que j'ai avec eux. Après, quand il faut mettre un coup de boost parce que voilà, on a quelque chose à faire, à rendre, etc., on le fait. Mais j'essaie de trouver un équilibre. Moi, je l'ai trouvé. Comme je suis un passionné de ce que je fais, même si le week-end je lis un livre sur les organisations, sur les technologies, sur plein de choses. Pour moi, c'est pas une contrainte. Ok. Dernière question. Est-ce qu'il y a une personne dans l'univers tech ou dans le monde de l'innovation qui, pour toi, a un parcours inspirant et que tu me recommanderais d'inviter à ce micro? La fois, j'ai échangé avec. Alors, c'est vrai que je ne fais pas partie, moi, de tout ce qui est communauté, tech rock, etc. Peut-être que là, il y a peut-être des gens inspirants. Je discutais avec le CTO de Blablacar, Olivier, qui est passé au micro il y a pas très longtemps. Moi, je trouve qu'il y a mon ancien. Alors, il est pas CTO de Sunday, mais il est VP de chez Sunday au niveau de la plateforme, Antoine Jacoto, qui était. Je trouve que il a un profil atypique et hyper intéressant, donc intelligent. Donc voilà, peut t'intéresser. Bon, je note. Merci pour le partage et merci pour tous ces feedbacks. Hyper intéressant de voir comment on se développe en partant de finalement une petite entité pour devenir une référence. Attaquer l'international, j'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup, Stéphane, pour ces feedbacks. C'est très sympa. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.